j'ai vraiment, comment dire, beaucoup plus de questions que de réponses. Je me suis spécialisé dans les sujets de l'homme, du rapport de l'humain à la technologie, spécialisé dans le sujet du transhumanisme, mais je ne suis pas du tout un spécialiste. Je suis un artiste qui s'est emparé de ces sujets pour les comprendre, pour en proposer des traductions artistiques, afin de les rendre accessibles au plus grand nombre, à un public de non-initiés. Ce que j'aime, moi, c'est faire circuler les idées, dans l'espoir un petit peu utopique de créer des mondes entre des ponts, des liens entre des mondes intellectuels qui s'opposent, afin de garder intact un des ciments de notre démocratie qui se trouve être la tolérance. Aussi, moi je suis plus un médiateur qu'un conférencier, je veux dire, je n'ai pas de vision personnelle à vendre, je n'ai pas de position arrêtée sur le sujet. J'aime explorer les idées de chacun et chacune, les positions de chacun et chacune, afin d'appréhender ces réalités dans des dimensions plurielles et avec beaucoup de nuances. Bon, j'imagine pour celles et ceux qui sont là, pas par obligation / choix, vous devez avoir des rêves, vous devez avoir des positions, ou en tout cas des questionnements. C'est vrai que le sujet du transhumanisme pose énormément de questions, et c'est pas si éloigné que ça. Je vais vous expliquer pourquoi moi je m'y suis intéressé. J'aime beaucoup écouter les conférences sur le sujet, entendre les intervenants défendre bec et ongle leur propre vision. J'aime beaucoup voir des films documentaires sur le sujet, aller aux expositions publiques sur le sujet. Mais ces expériences me donnent toujours trois sensations. La première, c'est que j'ai l'impression que le débat sur le transhumanisme existe le temps qu'on lui permet d'exister. C'est-à-dire qu'une fois que la conférence est terminée, une fois que le film est fini, une fois qu'on passe la porte du musée, c'est comme si le débat sur le transhumanisme disparaissait, comme quand on ferme une carte surprise et que la musique s'arrête. Or, un peu de curiosité, une connexion à Internet, et hop, on s'aperçoit des applications technologiques et on peut s'apercevoir que la vie du transhumanisme ne dépend pas des manifestations culturelles qu'on vient organiser. Deuxième sensation, j'ai la sensation que l'expérience qu'on fait du débat sur le transhumanisme dépend de la forme qu'on lui donne. C'est-à-dire que si je fais l'expérience du débat sur le transhumanisme au travers de conférences, de films, d'expositions, je suis condamné à n'avoir que la position que l'événement m'assigne, c'est-à-dire la position de spectateur passif qui reçoit des infos que moi, personnellement, je vais traiter souvent avec mes émotions, faute de cours, de temps, de contexte, pour faire émerger une opinion perso. Et même si des fois j'essaie de m'arracher à cette passivité, je trouve que ces expériences sont insuffisantes, hyper limitées par rapport aux enjeux du sujet. Et ensuite, troisième sensation, j'ai l'impression d'un sujet dont on discute entre spécialistes. Et moi, un sujet dont on discute entre spécialistes me donne l'impression d'une réalité qui n'est pas encore effective. Comme si on en était à l'étape de la discussion et que le transhumanisme attendait notre consentement pour apparaître. Or, le transhumanisme, pour moi, n'est pas qu'un sujet de discussion hyper intéressant. C'est une réalité qui fait l'objet de recherches actives dans les laboratoires. Et c'est une réalité qui n'en est d'ailleurs pas au stade de sa conception, mais bien à celui de son développement. Donc face à ces intuitions, j'ai eu une envie qui a eu l'intensité d'une conviction, c'est-à-dire que je me suis dit que tant qu'il n'existera que des films documentaires, que des expos, que des conférences sur le sujet, on fera du transhumanisme un objet de réflexion à destination d'un public avisé qui n'en fera qu'une expérience intellectuelle. C'est la raison pour laquelle moi je fais des spectacles, je fais des médiations dans les écoles pour parler de ce sujet-là. Donc spectacle et médiation, et effectivement, pendant le confinement, j'ai eu cette envie de faire une espèce de forum numérique sur le sujet du transhumanisme. J'ai demandé à 15 citoyens, citoyennes qui n'avaient pas du tout les mêmes opinions sur le sujet, de répondre à 14 questions que je leur ai posées. Et c'était hyper cool, et je suis lancé dans un truc hyper copieux, si bien que j'en suis encore aujourd'hui en train de monter toutes ces vidéos. Ok. Alors là, moi, je suis hyper ravi de présenter un truc. Donc, on m'a demandé de parler du transhumanisme et de l'art, du rapport un peu entre l'art et la technologie plus largement. On m'a soufflé 2-3 questions. Moi, je dis ça va, que j'ai une vie aussi bien chargée et que
je me suis laissé comme méthodologie mon inspiration perso, d'accord? Donc je vais vous délivrer mes réflexions là-dessus, et puis après on en parlera si vous voulez. Alors, transhumanisme et art. Donc on peut se poser la question de savoir si augmenter les humains, ça va augmenter les artistes. Quelles conséquences sur les artistes, sur le métier d'acteur, sur le métier de la préparation, sur le moment de la préparation de l'acting et sur l'interprétation. Il faut savoir que dans l'acting, si on veut par exemple construire une émotion de colère, je suis en colère, je suis en colère, je suis en colère, si on pense directement à l'émotion de la colère, au sentiment, si on se fait violence pour sortir de soi la colère, je suis en colère, putain, je suis en colère, ça va provoquer une sorte de foulure qui va provoquer une contrainte et qui va faire qu'on va jouer faux, ça va être superficiel, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que les émotions appartiennent, vous allez comprendre, les émotions appartiennent au système nerveux autonome, donc contrôler les émotions sur commande, c'est pas possible. Alors, si on ne peut pas avoir l'émotion en pensant directement, comment on fait? Eh bien, on va passer par nos sens. C'est-à-dire que pour avoir la mémoire affective et émotionnelle, il faut avoir la mémoire sensorielle. On passe par la mémoire sensorielle. Et donc, pour construire une émotion de colère, si on veut qu'elle soit un peu juste, pas dans un registre burlesque ou musical, eh bien, il faut penser à un moment où dans ma vie j'ai été hyper en colère et un moment où je me dis, tiens, j'estime que ça peut être très adapté à mon interprétation, au rôle que je vais interpréter. Et puis essayer de reconstruire cette émotion à partir des sens qui étaient éveillés ce jour-là. C'est-à-dire réactiver les sens qui étaient éveillés ce jour-là. Et ça passe par un certain nombre de questions qu'on se pose, comment il est habillé, quelle température, quel climat, quelle sensation, quel parfum, quelle saveur, on essaie de recoloniser toutes les sensations qui étaient éveillées ce jour-là. C'est un travail hyper long, c'est très laborieux, c'est un travail vraiment d'archéologue, d'intégration. Ça peut être hyper décourageant aussi, c'est des semaines, des mois de travail. Et une fois qu'on a l'émotion, une fois que ça réagit physiologiquement, eh bien, il faut s'en obséder, il faut se l'approprier, la répéter, la faire tenir en soi, et essayer de ne pas du tout se faire perturber par les stimulations extérieures. Donc c'est un travail de concentration à ce moment-là. Bonjour. Donc, travail de mémoire, travail de concentration, travail de sens. Bon, pour qu'une émotion qu'un sens soit ressenti, et pour aller le chercher dans la mémoire, il faut l'avoir bien ressenti une première fois. Donc le travail de comédien ne se limite pas à un travail de préparation, c'est au quotidien, c'est une veille sensorielle quotidienne qu'on doit avoir quand on rentre dans une pièce. On va essayer de ressentir l'atmosphère, on va essayer de ressentir les textures, etc. Le comédien, la comédienne est très friand, très gourmand de toutes ces petites activités qui favorisent la sensation. La méditation, le yoga, le sport, on est bien musclé, on est bien voir, on est très proche du corps. Okay. Donc, le travail de comédien, un travail de sensation, un travail de mémoire et un travail de concentration. Si j'augmente l'être humain, si j'augmente par exemple la mémoire, c'est-à-dire que en termes de volume, je vais me rappeler de plus de choses, on peut supposer que je vais pouvoir avoir une productivité, une façon de me rappeler, de me souvenir beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Si j'augmente par exemple, si j'amplifie la sensation, eh bien, il n'est pas impossible que je puisse augmenter, améliorer l'intensité de mes interprétations. Si j'augmente la concentration, eh bien, on peut supposer que je vais augmenter la fiabilité de mes prestations parce que sur scène, je vais vraiment être à fond, focus et imperturbable. Okay, ça, c'était une première question, un premier axe qui m'amusait de me dire, voilà, un homme augmenté, c'est aussi un artiste augmenté. Si on bouge les sens, parce qu'on sait que le transhumanisme a pour ambition, en tout cas certains ou certaines, ont très envie d'intensifier, d'amplifier la faculté perceptive de l'humain, donc d'augmenter les sens, okay, de ressentir plus intensément. Mais on sait aussi que le transhumanisme, dans une globalité ou plutôt dans certaines personnes transhumanistes, souhaitent créer de nouveaux sens. Moi, j'ai mon directeur technique, un régisseur, Alan, qui s'est implanté un aimant dans l'index pour ressentir des variations électromagnétiques. On peut penser aussi à un artiste espagnol qui s'appelle Manuel Munoz, qui s'est foutu des ailerons au niveau de la tête pour éprouver les variations de la météo. On peut se poser la question de savoir si on augmente,
si on crée un nouveau sens, est-ce que ça va avoir un lien avec l'émotion? On l'a vu tout à l'heure que l'émotion et les sens étaient hyper liés. Et donc, si on crée de nouvelles émotions, quelles conséquences ça peut avoir sur notre métier d'acteur et sur la réception du public? La dramaturgie, l'art de raconter des histoires aux uns aux autres, a pour vertu, on va dire, de rapprocher les gens. C'est vrai que quand je regarde un film, même qui n'est pas dans ma langue parlée, dans ma langue maternelle, si je mets le son sur 0, si je le mute, bon, je peux capter des trucs au-delà du discours parlé, au-delà de la langue maternelle, parce que le corps parle, parce qu'on a une grammaire émotionnelle universelle. Des inconnus peuvent voir d'autres inconnus jouer la comédie, et même s'ils ne se connaissent pas, même s'ils sont étrangers les uns aux autres, eh bien, ils peuvent se sentir en complicité. Si je bouge un sens, si je crée un nouveau sens, est-ce que je ne vais pas créer une nouvelle émotion? Et comment le public va-t-il se comporter face à cette nouvelle émotion? Est-ce que le public doit-il être doté des mêmes augmentations que l'artiste en scène pour profiter, comprendre la prestation? Et s'il n'est pas doté des mêmes augmentations que l'artiste en scène, est-ce qu'il va recevoir ces émotions avec intérêt, ou est-ce qu'il va les recevoir comme une espèce de corps étranger identifié comme tel par l'organisme, comme une greffe qui ne prendrait pas, parce qu'on aurait dépassé le langage universel émotionnel, un peu à la manière d'un Philippe Marlière qui, avec sa xénobiologie, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, la xénobiologie, c'est inventer des nouvelles formes de vie artificielle sur Terre en dépassant le langage de l'ADN naturel traditionnel, ADN, donc ACGT, en inventant de nouvelles lettres. C'est le code génétique de chacun d'entre nous et de la vie en général. Et aujourd'hui, on est capable de créer artificiellement de nouvelles lettres, donc de créer des formes de vie qui n'existent pas encore. Donc est-ce qu'en multipliant les expériences sensorielles et émotionnelles, je ne vais pas faire éclater la grammaire universelle relationnelle et faire s'éloigner la dramaturgie de sa vertu, de la vertu de la dramaturgie qu'elle a de rapprocher les gens? Est-ce que si ce que nous avions en commun devient une affaire perso, la dramaturgie qui se base sur ce commun va-t-elle, comment la dramaturgie qui se base sur ce commun va-t-elle rester aussi fédératrice? Est-ce que vous me suivez? Ouais. Bon, c'est une question qu'on pose. On peut répondre, et je vais répondre tout de suite, en tout cas mon avis perso, c'est que la dramaturgie qui a pour vertu de rapprocher les gens en mettant en valeur ce qu'on a de commun, c'est un point de vue, on peut dire tout à fait le contraire. C'est-à-dire que la dramaturgie a pour vertu de rapprocher les gens en mettant en avant leurs différences. C'est Michel Bouquet dans son bouquin Leçons de comédie qui dit voilà, si on rasait les théâtres, les gens n'auraient plus d'endroit, d'espace pour se rassembler, pour se fédérer, afin d'écouter la vérité d'un autre. Donc, vérité au sens position intellectuelle, bien sûr, mais aussi au sens d'expérience de vie qui est liée à une constitution physique, psychique. Et ça pose la question de l'expérience du public. Qu'est-ce qui fait l'expérience du public? Est-ce que les humains doivent-ils sauvegarder commune leur constitution physique et cognitive afin de continuer à se relier les uns aux autres par les histoires qui se racontent? Je pense que non. Je veux dire, la constitution n'est pas le seul critère qui détermine notre complicité. On peut être ému d'un artiste ou d'une artiste qui a une constitution singulière, unique, personnelle, un rapport au monde et aux autres unique et personnel, et pourtant recevoir ses émotions. On peut penser à Guillaume Batz, par exemple, c'est un humoriste qui, de par sa maladie des os de verre, avait une constitution unique et personnelle, une sensibilité unique et personnelle, et pour autant le public recevait ses émotions. On pense aux sportifs de haut niveau qui ont des constitutions de dingue, qui n'ont pas les mêmes que le public, que leur public, et pourtant le public est là, il s'enthousiasme à être à ces manifestations sportives. On peut être ému d'une feuille morte qui tombe, d'un nuage rose, et pourtant nous ne sommes pas cette feuille morte, nous ne sommes pas ce nuage rose. Alors, pourquoi? Parce que l'expérience publique, c'est une expérience de projection. C'est Mark Jane qui dit dans son bouquin Un jeu et enjeu de l'improvisation théâtrale, qui rappelle aux improvisateurs et aux improvisatrices qu'il faut laisser des temps de pause. Des temps de pause pour que le public assimile, mais aussi pour que le public le comble. C'est-à-dire que
quand on est sur scène, quand on est au centre de l'attention, on a tendance à se dire, voilà, il faut que je dise plein de trucs, il faut que j'en dise vite, parce que sinon le public va se faire chier. Et il faut que je justifie tout, il faut que j'explique tout, sinon le public va rien comprendre. Et Marc Gener rappelle, voilà, le public a un kiff, c'est de projeter dans ces moments de pause, dans ces moments de silence. Donc, il faut, le public ne peut pas, en fait, notre cerveau ne peut pas concevoir que ce qu'il regarde n'a pas de sens. Donc, il va justifier par lui-même. On ne peut pas résister au fait de projeter du sens sur ce qu'il voit. Et il dit, un peu avec humour, que certaines personnes du public viennent le voir après un spectacle de masques pour lui dire quel beau voyage imaginaire que vous avez proposé. Or, la seule chose que les artistes ont fait, c'est de réveiller l'imagination du public, de permettre au public d'exercer leur propre imagination. C'est un exercice de projection. Et c'est Alexandre Jolien aussi dans son bouquin « 3 amis en quête de sagesse » qui rappelle la même chose, c'est que nous devons accepter que nous ne comprenons qu'à travers notre prise, notre trajectoire, notre parcours, notre éducation. Et bien des fois, des gens du public sont venus le voir pour lui dire « j'ai adoré quand vous avez dit ça ». Et bien des fois, c'était l'exact contraire, l'exact opposé de ce qu'il voulait dire. Vraiment, c'est un exercice de projection. Donc, on peut conclure que faut-il être doté des mêmes augmentations que l'artiste en scène pour profiter de sa prestation? Ben non. Est-ce que c'est dangereux que le transhumanisme augmente les artistes? Dangereux pour la dramaturgie? Ben non. Pour le moment, je ne vois pas de crainte particulière, en tout cas personnellement. Alors, on a parlé des artistes faits d'êtres de chair et de sang. On va parler maintenant d'artistes faits d'intelligence artificielle. En 1950, Alan Turing, un informaticien, s'est posé une question, est-ce qu'une machine peut penser? Et il a fait un test pour établir à partir de quand une machine peut penser. Et parmi les questions qu'il a posées à la machine, il y avait la question, est-ce que tu peux m'écrire un poème, une poésie s'il te plaît? Et la machine a répondu, non, c'est pas possible, ne comptez pas sur moi pour ça. Aujourd'hui, c'est vraiment très différent. On est bien d'accord sur qu'est-ce que la machine peut faire aujourd'hui. Il y a des IA génératives qui font des scénarios, qui font des histoires, qui font des voix, qui font des poésies. Et ma question, qui m'intéressait, c'était faut-il ressentir, faut-il avoir ressenti pour faire ressentir? Je suis tombé sur une étude de Scientific Reports qui a pris des poèmes du répertoire anglais, donc des grands poèmes du répertoire anglais, et puis elle a généré des poèmes par intelligence artificielle, et elle a pris 1600 personnes qui ont lu ces poésies, et dans l'immense majorité, les personnes ont attribué la parentalité de la poésie IA aux vraies personnes humaines. Donc pour dire que la frontière entre création artificielle et création humaine, elle s'estompe de ouf, et que c'est difficile de bien distinguer les deux. Et dans l'immense majorité, les gens ont préféré la poésie IA, en arguant le fait que c'était plus direct dans l'expression des émotions, plus franc, plus accessible, et que ça les touchait. Donc faut-il avoir ressenti, faut-il ressentir pour faire ressentir? Visiblement non. Et alors l'étude a précisé aussi, les chercheurs ont constaté que les lecteurs, quand ils apprenaient que la poésie qu'ils avaient appréciée était écrite par la main de l'IA, enfin la main de l'IA, on a compris, ils lui attribuaient une valeur inférieure. Il y a vraiment une méfiance qui reste bien ancrée encore, alors que sur le plan pratique, l'IA est supérieure à l'humain, selon certains critères esthétiques du monde. Et c'est vrai qu'on a tendance, peut-être pas vous, parce que si vous êtes sensible au transhumanisme, c'est peut-être qu'une part de vous se dit pourquoi pas, peut-être même que vous êtes vous-même augmenté. On a tendance à attribuer à l'IA une valeur inférieure, à considérer l'ordinateur un peu comme un truc un peu con qui recrache des données, en tout cas à considérer l'ordinateur, l'IA, comme quelque chose qui n'a pas d'identité, sans racine, sans culture. Et ma question c'est vraiment, est-ce que les IA aujourd'hui sont-elles vraiment sans racine, sans culture? Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui?
Et je vais colporter les propos de Martin Legros, rédacteur en chef de Philosophie Magazine, qui a dit, je vais reprendre sa formule, que depuis l'avènement de ChatGPT, on est vraiment rentré dans une nouvelle époque. Avant, les algorithmes opéraient derrière le dos de notre conscience. Derrière le dos de notre conscience, je m'explique, c'est-à-dire que les algorithmes, ils le font toujours quand on est sur Internet, sur une plateforme de mise en ligne de vidéos, YouTube, machin, on a la vidéo suivante qui se met en route automatiquement parce qu'on a aimé, sur les sites marchands, vous avez aimé ceci, vous aimerez cela. Et ces algorithmes opèrent derrière le dos de notre conscience, c'est-à-dire qu'ils opèrent un peu à notre insu, ils agissent un peu à notre insu, on n'a pas de contact direct avec eux. Et Martin Legros dit, aujourd'hui c'est totalement différent, avec ChatGPT, entre autres, on est face à l'algorithme. Et on interagit avec l'algorithme. Et donc on est face à une génération de propositions. Et on ne peut pas s'empêcher, quand on parle avec un interlocuteur ou une interlocutrice à qui on pose des questions et qui répond à nos questions de manière précise, personnelle, on ne peut pas s'empêcher, dit-il, de nouer avec lui un contact, une relation, de le créditer d'une intentionnalité et de se demander, mais qui c'est qui est là, en fait, qui est en face de moi, qui c'est qui me parle. Et voilà, c'est qui aujourd'hui ChatGPT? Clairement. C'est qui ou c'est quoi? Est-ce que vous pouvez? Mais la question mérite d'être posée. Moi, personnellement, je ne crois pas que ChatGPT soit hors sol. Nous sommes en face d'un être, d'une entité qui est constituée de plein de ressentis humains, de plein d'expériences humaines, de plein d'intelligence, de plein de conneries aussi humaines, de plein d'erreurs, et de plein d'expériences de vie humaine, et donc qui forment une entité à part entière. Là, je vais colporter les propos d'Apolline Guillot, qui convoque souvent dans ses travaux Georges Simondon, un philosophe de la technique, qui dit que si on se focalise sur l'aspect fonctionnaliste d'un outil, on passe à côté de l'intelligence humaine qu'il représente. ChatGPT réalise des tâches pour nous, oui, mais c'est pas que ça. ChatGPT, c'est aussi la concrétion de plein d'intelligences humaines transformées en algorithmes. Après, donc, je poursuis, je déroule un peu ma réflexion, et je me dis, bon, qu'est-ce qui fait les ingrédients de l'art? De quoi l'art est-il constitué? En tout cas, l'art de la scène, celui que je connais bien. Et il y a la notion de vivant. Quid de la notion de vivant? Alors, je vais faire une distinction très personnelle, un peu sauvage, entre technique et art. On va prendre un exemple, on va prendre deux violonistes. Il y en a un qui va avoir une technique de dingue, il ne va faire aucune faute, aucune erreur. Il joue sa partition de manière très scolaire et avec rigueur. Et l'autre qui va être imparfait techniquement, il va faire des petites erreurs, des petites fautes, mais il est vivant. Il est vivant, il y a quelque chose d'intense chez lui, il est porté par un souffle qui l'anime, comme lié à une authenticité. Et on va dire, en général, on va dire qu'il y a plus d'art dans le second que dans le premier. On va dire que l'art, en général, c'est pas que de la technique maîtrisée à 100%. Enfin, c'est peut-être déjà arrivé de vous régaler d'un plat cuisiné par un proche, et le plat que vous essayez de refaire, et vous maîtrisez la technique à 100%, pas de souci, la recette c'est bon, c'est nickel, mais c'est pas la même saveur. Ou alors une chanson que vous détestez d'un artiste, une chanson reprise par un autre artiste, et tout d'un coup elle vous apparaît sympa, ça vous parle. Donc voilà, l'art c'est lié à une notion de vivant, à une notion de marque personnelle, une signature, une patte. La question c'est, est-ce que les IA peuvent, les machines, la technologie peut être unique? Est-ce qu'elle peut signer personnellement quelque chose? Et puis, quid de la notion du vivant? Je veux dire, les nouvelles technologies réinterrogent vachement la notion du vivant. Vivant, non vivant. J'ai entendu à la radio il n'y a pas longtemps une femme qui a un aibo chez elle, c'est-à-dire un petit chien robot, qui offre un peu de compagnie aux personnes qui en ont besoin. Et elle a dit, oui, je sais très bien que ce chien n'est pas vivant, que ce robot n'est pas vivant, mais grâce à lui, à la maison, ça vit. C'est évident, quid de la notion du vivant? Qu'est-ce qui est vivant? Comment déterminer le vivant?
Est-ce que c'est un corps? Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça fait des choix? Est-ce qu'une graine, est-ce que c'est vivant? Est-ce qu'il faut dépasser la classification un peu traditionnelle de vivant, non vivant, un peu à la manière d'une Donna Haraway qui entend questionner sur la frontière entre naturel et culturel, et artificiel, pardon. Et je rappelle que nous, les artistes, quand on est sur scène, quand on est dans la vie, nous réagissons à des stimulations qui sont naturelles. On réagit tous à des stimulations naturelles. Okay, et quand on est sur scène, on réagit à des stimulations qui sont artificielles. C'est-à-dire que nous devons créer nous-mêmes les causes, les origines de nos réactions. On doit reconstruire vraiment notre monde. Ma question, c'est, ok, les artistes, alors dans ce cas-là, si on suit ce raisonnement, les artistes sont-ils vraiment considérés comme, enfin, peuvent-ils vraiment être considérés comme vivants quand ils sont sur scène, ou est-ce qu'ils font bien simplement semblant de l'être? Et s'ils font bien semblant de l'être, alors comment considérer les intelligences artificielles qui font bien semblant d'être vivantes? Est-ce qu'on peut les considérer comme des êtres vivants, ou est-ce qu'on peut les considérer comme des artistes? Donc, notion du vivant. Et je déroule et je suis aussi face, dans mes réflexions, à la notion d'imprévu. Pour moi, l'imprévu fait partie de la relation scène-public. La relation scène-public procède d'une relation entre un humain et des humains sur scène, et puis un humain et des humains dans le public. C'est vraiment une relation purement humaine, et de ce fait, c'est un terrain fertile à l'imprévisibilité, parce que nous avons des émotions, que ça nous rend instable, parce que nous avons des corps, on peut avoir envie de faire pipi, on baille, on se fait chier, on a des menstruations, enfin il se passe des choses dans le corps, on a des esprits, on peut s'absenter, on a des portables qui peuvent sonner, enfin bref, c'est vraiment une relation vraiment faite d'imprévisibilité. L'imprévu, c'est aussi quelque chose à prendre en compte sur scène. Stéphane André, un maître en art oratoire, qui rappelle qu'il ne faut jamais sacraliser ses préparations. Quand on a une intervention, quand on est chez soi et qu'on prépare son intervention, si on la sacralise, c'est-à-dire que si on se dit tiens à ce moment-là je vais faire une blague, le public va rire, tiens à ce moment-là je vais faire un peu d'émotion, le public va être ému, c'est foutu. C'est-à-dire que si on réfléchit nos coups avant même de les jouer, on va rester dans notre cerveau, on va un peu s'isoler dans sa bulle, et on va enlever toute souplesse qui est nécessaire avec la relation scène-public. Alors que si on ne sacralise pas, si on considère la préparation de l'intervention comme une hypothèse, non pas comme une certitude, mais comme une hypothèse qui va être affirmée ou confirmée avec le public présent, à ce moment-là, on n'est pas que dans le cerveau, on est aussi dans son corps, on est aussi dans son intuition, et ça permet d'être en lien et d'ouvrir le champ des possibles. Donc, l'imprévu, ça fait partie c'est essentiel à la relation scène-public. Il faut le prendre en compte quand on est sur scène. Et puis l'imprévu, c'est la gourmandise aussi du public. Quand on assiste notamment à du théâtre d'improvisation, on aime voir, quand on est dans le public, on aime voir des gens qui s'attirent à eux-mêmes des ennuis en se lançant dans l'impro. L'improvisation terrifie la plupart des gens, c'est pour ça qu'on aime bien on est impressionné quand on en voit. On aime voir des gens qui s'attirent des ennuis à eux-mêmes en se lançant dans l'inconnu qu'est l'improvisation. On aime voir des gens flirter avec l'échec, même rater complètement, parce que ça nous permet en fait de voir comment ils vont réagir. Et nous, les artistes, on a une mission, une responsabilité, c'est que quand on est face à des échecs, eh bien, il faut accepter la situation, et faire preuve, incarner l'humilité. Et le public, s'il est face à un artiste qui est suffisamment humble, va tout d'un coup gagner quelque chose qui vient voir de manière inconsciente, c'est-à-dire se rappeler qu'être humain, ça ne veut pas dire être parfait. Donc l'imprévu en relation scène-public, l'imprévu à prendre en compte, et l'imprévu, c'est une gourmandise du public. Donc je me demandais, est-ce que les IA, est-ce que les machines, est-ce que la technologie peut être imprévisible et donc concurrencer les artistes et l'art, le monde de l'art en général? Alors d'emblée, on pourrait se dire, bah non, une machine, justement, le propre d'une machine, c'est d'être prévisible, elle fait ce qu'on lui demande, et c'est bien, c'est ça qu'on lui demande, point. Mais est-ce que vraiment aujourd'hui, pareil, si on pousse un peu la réflexion, puis même plutôt l'observation tout simplement, les machines sont-elles que prévisibles? La réponse c'est que non. Il y a des hallucinations IA, on appelle des hallucinations IA, il y a des non-alignements IA,
vais en dire deux mots. L'hallucination de l'IA, c'est-à-dire que c'est quand l'IA va présenter va donner une fausse information en la présentant comme un fait certain, sauf que elle s'est entraînée sur des données qui sont mal décodées ou inexistantes, et ça génère des erreurs ou même des hallucinations. Et les hallucinations IA, pour certaines personnes, sont hyper intéressantes d'un point de vue artistique parce que ça ouvre, en fait, ça développe vachement, ça permet de développer une nouvelle approche artistique, notamment sur les visuels. Il y a des artistes qui vont provoquer ça eux-mêmes pour voir des images tellement burlesques, absurdes, que les humains n'auraient même pas pensé, et ça permet d'ouvrir un peu les perspectives artistiques. Et puis le non-alignement d'une IA. Alors, une IA est alignée quand elle poursuit un objectif prévu. Une IA, quand elle poursuit un objectif prévu, j'entends quand il y a concordance entre son comportement et les objectifs des créateurs, les valeurs des créateurs. Et une IA n'est plus alignée quand elle poursuit donc un objectif imprévu, quand elle prend une décision elle-même, décision qu'elle estime importante, qu'elle estime bonne pour atteindre l'objectif initial, mais que cette stratégie, cette décision, ce choix qu'elle a pris, qu'elle a fait elle-même, vient en contradiction avec les valeurs des créateurs. C'est Nick Bostrom, un philosophe suédois, je ne sais pas. Nick Bostrom. Bon, Nick Bostrom, c'est un philosophe qui propose une expérience de pensée pour parler du non-alignement de l'IA. Il imagine une histoire dans laquelle une IA serait chargée de fabriquer des trombones. Et son objectif, ce serait de fabriquer un maximum de trombones. Voilà, objectif 2 points, fabriquer des trombones, un maximum de trombones. Et dans cette expérience de pensée, en fait, l'IA va tellement bien faire son travail qu'elle va mettre en péril l'humanité entière, parce qu'elle va se dire, tiens, mais si les humains m'éteignent, je ne pourrai plus faire des trombones, et donc je vais plus pas pouvoir satisfaire à mon engagement, et puis les humains sont composés d'atomes, et ils feraient d'excellents trombones, donc elle bouge tout. J'ai réfléchi un petit peu à l'application concrète des intelligences artificielles dans l'art. Alors, bon, utiliser des intelligences artificielles pour créer aujourd'hui, ça ne fait pas du tout l'unanimité chez les créateurs, chez les créatrices. Il y en a qui sont pour, qui vont voir l'opportunité, d'autres qui sont contre, qui vont voir la menace. Ceux qui sont pour sont tous d'accord pour dire qu'il faut s'approprier le plus vite possible ces outils de création pour les mettre au service de la création artistique en distinguant bien deux choses. Demander à l'IA de créer et utiliser l'IA comme un outil pour avancer dans son travail. Et cette distinction, ma foi, elle me paraît hyper importante pour savoir si on reste dans un cadre artistique, philosophiquement ou d'un point de vue théorique. En philosophie, on va distinguer deux choses, l'artisan de l'artiste. L'artisan, c'est celui qui connaît la fin, la finalité, et les moyens qu'il va utiliser pour faire son truc. Le maçon, il a son plan, et il connaît les techniques qu'il va utiliser pour faire sa maison. L'artiste, c'est celui qui est spectateur de l'œuvre en train de naître. C'est-à-dire que c'est dans la matière même de son travail, c'est dans la matière même de son art, qu'il va voir l'œuvre se dessiner. L'artiste, il a un but d'origine, il a un but initial, bien sûr. Il a une idée de base sur laquelle il se fixe, mais c'est en travaillant, c'est en avançant, c'est en passant des étapes, en faisant des essais, des erreurs, en rencontrant des problèmes auxquels il va devoir donner des réponses, que va se dessiner un chemin qui va le mener vers un certain résultat. Et donc, pour moi, l'IA est au service de la création à partir du moment où on l'utilise de manière artistique, c'est-à-dire dans un échange, dans une succession d'idées, pour se challenger intellectuellement, pour la stimuler intelligemment, et dans cet échange, dans ce ping-pong, on va faire avancer la matière artistique qui grandit. Et ce qui n'a rien à voir pour moi avec demander à l'IA de créer, et boum, elle nous pose un truc, et truc intouchable qu'on va laisser tel quel. L'IA est artistique, enfin, utiliser l'IA dans la création artistique, c'est rester dans le domaine artistique à partir du moment où on l'utilise comme un moyen parmi d'autres pour avancer dans son travail.
et pas comme une finalité. Ceux qui sont contre vont reprocher à l'IA de faire à la place des humains, et c'est clair, elle fait à la place des humains, elle a fait des voix, comme on l'a dit en début de séance, elle a fait des voix, elle fait même des acteurs. Dans un Star Wars, il y a un acteur qui était décédé, qui a été refait virtuellement. Enfin, c'est incroyable. On peut penser à l'artiste Angel qu'on entend dans une musique, qu'on entend dans une chanson, qui cartonne sur les réseaux sociaux, mais c'est pas elle qui chante. C'est un artiste qui a utilisé son IA pour reconstituer son style, sa voix, et ça marche très bien. Donc si on peut faire plus vite, très bien et pas cher, évidemment les artistes peuvent se sentir hyper menacés par cette production rapide et moins coûteuse que les productions IA. Et puis d'un autre point de vue, d'un point de vue de la création humaine, purement humaine, de notre capacité à créer, ça peut être préoccupant. C'est-à-dire que sans IA, je vais mobiliser mon cerveau pour créer, mon corps, tout ça, tout ce qui me constitue pour créer. Je vais produire quelque chose par moi-même. Avec une IA, évidemment, je vais recevoir des informations que je vais traiter, moi, personnellement, mais des informations que je n'aurais pas produites, moi, par moi-même. Et là, le risque, selon moi, c'est que le cerveau s'habitue, se remodélise en fonction de cette pratique. C'est-à-dire que quand on utilise un GPS, les zones cérébrales responsables de notre capacité à nous localiser géographiquement, elles s'éteignent. Et notre cerveau, on lui envoie des messages selon lesquels on n'a pas besoin de ces capacités. Et si pareil pour l'IA, pour la création, pardon, à ce moment-là, notre cerveau risque de s'habituer, enfin de s'adapter en tout cas à cette nouvelle pratique. Je dirais que pour le rapport de l'art et de la technologie, moi je me suis axé sur ces questionnements-là. Et j'ai vu un certain nombre d'ingrédients que j'estime appartenir au monde de l'art. J'ai vu certains ingrédients totalement préhensibles par les machines. L'imprévu, le fait d'être vivant, ou simulation du vivant, le risque, le danger, des productions hyper convaincantes, des productions artistiques concrètes, tangibles, sans avoir besoin de ressentir pour faire ressentir. Et puis, on voit très bien que les artistes utilisent aujourd'hui l'IA pour leurs propres travaux traditionnels, mais aussi, ils utilisent l'IA pour ouvrir le champ des possibles. Je veux dire, ils utilisent l'IA comme objet aussi de recherche, comme objet en lui-même de recherche. Alors, moi, mon avis personnel sur tout ça, c'est un avis qui va être hyper bref, parce que j'ai très peu de recul et que j'utilise moi personnellement pas du tout l'intelligence artificielle pour créer. C'est pas du tout ma façon de... Enfin, c'est pas mon terrain, c'est pas mon territoire. Moi, c'est la technologie en tant qu'objet de réflexion qui m'intéresse, pas en tant qu'outil que je pourrais manipuler pour créer. Par contre, je trouve que personnellement, je trouve que c'est un outil qui arrive de manière pertinente dans un monde hyper accéléré. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde hyper accéléré. On demande aux artistes, notamment, tout le monde maintenant, de poster sur les réseaux sociaux très régulièrement et de créer, de produire très régulièrement pour ne pas crever, pour ne pas disparaître. Je trouve que ces outils viennent au bon moment, dans une bonne société, c'est-à-dire qu'ils viennent s'imbriquer parfaitement, de manière très pertinente, dans une société qui nous demande de produire vite. On nous demande de produire vite, on a des outils pour ça, c'est très bien. Maintenant, est-ce que moi je souscris à ce monde très accéléré? C'est encore une autre question. Je dirais que je trouve notre monde très complexe, très passionnant, très exigeant aussi, parce qu'il nous faut du temps et de l'espace pour le comprendre. Et exigeant aussi au sens où, enfin, si on ne veut pas se laisser happer par les outils numériques qui font de plus en plus, qui se proposent en tout cas de faire de plus en plus à notre place. Moi, je ne suis pas du tout
contre l'utilisation des outils technologiques, absolument pas, bien au contraire, mais personnellement, je pense qu'il faut le faire en conscience. Quand je dis en conscience, ça veut dire en conscience de comment ils fonctionnent et comment les utiliser pour rester en accord avec soi. Rien n'est laissé au hasard dans la technologie, absolument rien. Vous pensez aux réseaux sociaux, par exemple. C'est Bruno Patino dans son bouquin La civilisation du poisson rouge qui dit que, qui nous explique comment les neuroscientifiques qui travaillent sur les réseaux sociaux se démerdent pour les rendre hyper attractifs. Et il va évoquer les travaux de Bruce Skinner, qui est un psychologue comportementaliste. Bruce Skinner, il a fait 2 expériences. Il a pris une souris, il l'a mis dans une boîte. Dans cette boîte, il y a un bouton actionnable par l'animal, et quand la souris appuie sur le bouton, ça libère une petite portion de nourriture. Ok. Qu'est-ce qu'elle a constaté? Elle a constaté que la souris appuyait sur le bouton quand elle avait faim, et puis quand elle avait plus faim, quand elle était rassasiée, eh bien, elle se désintéressait du bouton. Deuxième expérience, pareil, une souris dans une boîte avec pareil, un même procédé, bouton actionnable par l'animal, mais cette fois, ça libère un petit peu de nourriture, ou alors énormément, ou alors pas du tout. Rien n'était prévisible. Et on pouvait supposer qu'elle allait se désintéresser du bouton, c'est le contraire qui est arrivé. Elle a appuyé dessus de manière mécanique. La faim, la nourriture, c'était complètement secondaire, elle était vraiment sur le contrôle de la machine. Et ça s'appelle le phénomène de récompense aléatoire. Dans les jeux de casino et sur les réseaux sociaux, c'est la même chose, c'est-à-dire tantôt on tombe sur un truc cool, tantôt on tombe sur un truc naze, en tout cas qui ne nous plaît pas. Et le phénomène aléatoire, l'aspect aléatoire du truc, fait que on reste, on scrolle, et on continue. Donc en conscience, pour moi c'est ça, c'est-à-dire, et c'est pour ça que je dis que c'est un monde qui est très exigeant, parce que on le complexifie vachement avec la technologie qui n'est pas du tout réservée avec des guillemets bien sûr, mais à une élite, mais donc on est tous et toutes confrontés à la technologie, et c'est hyper cool. Mais pour rester en accord avec soi, ça nous demande du travail. Et on sait aujourd'hui qu'on n'est pas conscient sur toute la journée. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on a 2 parties en nous. Il y a une partie automatique et une partie consciente. Quand on est dans nos habitudes sociales, on est en mode automatique. Quand on écrit un mail, quand on est chez soi avec nos amis, notre famille, même quand on est au travail et qu'on connaît notre travail, on est en mode automatique. Et la conscience intervient quand il y a un peu de résistance avec le réel. Quand on est face à un problème inédit qui demande une réponse inédite, quand il y a un peu de friction, quand il y a un peu de résistance. Et chaque fois, il va y avoir une négociation entre l'automatique et la conscience, savoir si, ok, je me mets en mode automatique, ou alors est-ce que je vais faire un petit effort supplémentaire. Et la technologie nous mobilise chez nous notre mode automatique. Et c'est hyper agréable de se laisser porter. C'est super agréable de se laisser porter. D'autant plus que nous sommes dans un monde exigeant et un peu anxiogène, il faut le dire. Donc, comme la technologie mobilise chez nous le mode automatique, et que le monde est très compliqué et un peu flippant, eh bien, c'est d'autant plus difficile de sortir de cette bulle automatique. Et pour ça, encore une fois, je trouve que c'est un monde qui est passionnant, qui est plein de promesses, mais qui est hyper exigeant. Personnellement, je pense que les artistes peuvent s'adapter, et que s'adapter, ça ne veut pas dire faire preuve de conformisme stupide. Et je pense que s'adapter, c'est faire preuve de créativité. Et moi, personnellement, je suis aujourd'hui, je peux le dire, et ce n'était pas le cas il y a quelques mois, même plutôt il y a quelques années, je suis assez optimiste. Là, pour terminer, je vais colporter les paroles de Michel Serres, un philosophe que j'aime bien, et qui parle de la mémoire humaine qui aurait évolué au cours de l'histoire avant
on avait besoin de beaucoup de mémoire. Ok. Et quand on a inventé l'écriture, on a eu besoin d'un petit peu moins de mémoire. Quand on a inventé l'imprimerie, on a eu besoin encore un peu moins de mémoire. Et quand on a inventé Internet, on a eu besoin de plus du tout de mémoire, quasiment. Et il fait un parallèle avec l'époque où on était à quatre pattes. Et il dit que nos membres supérieurs nous servaient de fonction de portage, porter notre corps. Et quand on s'est mis debout, en station debout, sur nos jambes, eh bien, ça a permis de libérer la main. Et la main, c'est un outil qui permet de dire bonjour, de communiquer, d'échanger, de faire un instrument de musique, de dessiner, de faire plein de trucs. On est passé d'une fonction standard, comme la pince du crabe qui sert juste à pincer, à une fonction universelle. Pareil pour la bouche, quand on était à quatre pattes, la bouche servait de préhension, pour choper les proies, pour choper les trucs. Quand on s'est levé, eh bien la bouche, elle a été libérée de cette fonction, et ça nous a permis de créer la parole. Encore une fois, on est passé d'un outil standard à un outil universel. Et donc on dit souvent que les IA remplacent les artistes, on dit souvent qu'on ne se souvient plus de choses, que l'IA fait à la place des humains, etc. Oui, c'est vrai que ça bouge beaucoup, et c'est vrai que ça nous remue, que ça nous bouscule énormément, mais je pense que si on reste bien actif, bien proactif et bien exigeant aussi avec ce monde et avec nous-mêmes, si on reste bien ancré en soi, je pense qu'on n'est pas à l'abri de belles surprises.